Henri Salvador, vous le connaissez sûrement pour ses chansons joyeuses et rigolotes. Le travail, c'est la santé. Vous pouvez aussi le connaître pour ses chansons de crooner. J'aimerais tant voir Syracuse. Mais est-ce que vous savez que c'est un excellent guitariste et plus particulièrement un guitariste jazz? Dans cette vidéo, on va voir les 5 leçons de guitare que l'on peut apprendre d'Henri Salvador, que ce soit par rapport à son jeu de guitare ou à sa vie de musicien en général. Le cabaret ne marchait pas du tout, alors le patron avait engagé Django Reinhardt. Évidemment, moi je me suis trouvé avec des types qui savaient ce que c'était que la musique. Et je me souviens, le premier soir, on m'avait mis derrière la batterie. Alors j'ai commencé à jouer vraiment très fort pour lui faire voir que... Alors il s'est retourné, il dit mais il est pas mal le petit là. Alors il m'a fait asseoir à côté de lui. Vous savez que moi évidemment comme j'avais un génie à la guitare à côté de moi, je jouais la guitare mais en regardant tout le temps sa main. Je le regardais et je copiais. Le premier que je lui avais piqué, je me souviens, c'est celui-là. Je trouvais ça formidable. Alors je ne disais rien, je faisais comme si c'était rien. Je me rappelle, on rappelait l'accord, je rentrais chez moi et le soir, toute la nuit, je travaillais, je cherchais à trouver cette sonorité. Et le lendemain, tout fier, je venais en l'air de rien. Alors lui, il me regardait tout surpris, il disait ah tiens. Et il m'avait pris comme ça en sympathie. L'une des grandes particularités d'Henri Salvador, c'est qu'il savait très bien s'entourer. Dans la vidéo, on a vu que dès qu'il a rencontré Django Reinhardt, il a tout fait pour se lier d'amitié avec lui et s'inspirer de son jeu de guitare, mais il s'est aussi lié d'amitié avec plein d'autres personnes, dont Boris Vian, avec qui il a écrit des chansons pendant environ 10 ans. Et c'était une qualité qui était d'autant plus importante à l'époque parce qu'il n'y avait pas autant de ressources pédagogiques. En effet, à l'heure actuelle, on peut trouver à peu près tout ce qu'on veut sur Internet. Je dis pas qu'il y a tout, il y a quand même énormément de ressources pédagogiques, mais ce sur quoi je veux insister, c'est que même si on peut un peu tout apprendre de chez soi, il ne faut pas négliger l'aspect émotionnel que l'on va avoir lorsque l'on va apprendre avec un maître, un mentor ou un professeur. En effet, même si on peut apprendre énormément de choses sur Internet, et pour le coup je ne prêche pas ma paroisse, eh bien je vous invite quand même à partager vos évolutions à la guitare avec des personnes dans la vie réelle. Ça peut être fait de différentes manières, ça peut être fait via un professeur, c'est le plus simple, on le paye, on le voit toutes les semaines, et le fait de le voir toutes les semaines, ça nous motive à travailler pour que le professeur il soit content de voir notre progression, ça peut être extrêmement motivant. Ça peut aussi être des mentors, donc des personnes qui ne sont pas officiellement nos professeurs, comme c'était le cas d'Henri Salvador avec Django Reinhardt. Ça peut aussi être le fait de se produire régulièrement auprès de personnes qu'on voit souvent. Par exemple, à Lyon, il y a de ça 5-6 ans, j'allais régulièrement dans les scènes ouvertes. Je jouais mon petit répertoire de chansons, mais vu que je revenais toutes les semaines, ça m'obligeait à travailler des nouvelles chansons pour que les personnes qui, elles aussi, étaient des habitués du lieu, soient toujours un petit peu surprises par mes nouvelles chansons et qu'il y ait de la nouveauté. Alors évidemment, continuez d'apprendre sur Internet parce qu'il y a des ressources qui sont absolument géniales, mais n'oubliez pas de partager votre progression avec des personnes dans la vraie vie. C'est ça qui va vous garder motivé sur le moyen long terme. Henri Salvador, il avait un jeu de guitare que j'adore, il avait un jeu de guitare qui incorporait énormément de sonorités de jazz. Et je vais vous jouer dans mon île et je vais vous expliquer un petit peu les différents accords qu'il incorpore dans son jeu. Dans mon île, ah, comme il fait beau. Dans mon île, etc. J'adore cette chanson, elle est vraiment trop mignonne. Donc cette chanson, contrairement à l'original, elle est en sol majeur et donc on pourrait la jouer comme ça avec des accords ouverts. Sauf qu'Henri Salvador, il va utiliser des enrichissements de jazz qui sont vraiment extrêmement intéressants. Donc le La mineur, au lieu de jouer avec un accord ouvert, il va le jouer ici, avec cette espèce d'accord assez spécial avec les deux doigts comme ça qui forment deux mini-barrés. Avec le majeur, je barre les 3 cordes du dessus et avec l'annulaire, je barre les 3 cordes du dessous. Mais avec cette position d'accord, on va vraiment enrichir l'accord puisqu'on va pouvoir avoir la fondamentale, la quarte, la 7e bémol, on va avoir la tierce mineure, la quinte et la fondamentale, donc on a un accord enrichi qu'on pourrait appeler un accord de La mineur 7-11 parce qu'on a la quarte qui peut aussi s'appeler la 11e ainsi que la 7e bémol. Après on a le Si mineur, alors pour jouer le Si mineur il va reprendre la position du La mineur 7-11 mais il va la décaler de 2 cases
Et en effet, cet accord va devenir un accord de si mineur parce que la note la plus grave de l'accord, qui est celle-ci, est un si. Et donc on a exactement la même richesse harmonique avec cet accord, mais en si. Ça fait ça. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va agrémenter cet accord de la mineur en ajoutant la 9e avec le petit doigt ici. Voilà, c'est intéressant. Ensuite, cet accord de Ré7, il va le faire ici. Et il va le faire dans une position qui permet de rajouter la 9e. Donc ça nous fait ça. Ré7, 9, et là il va faire une sorte de mouvement de basse très intéressant. Au lieu de jouer la fondamentale de l'accord ici, il va jouer le triton qui est ici. Et ça fait un enchaînement de basse qui est vraiment extrêmement intéressant à l'oreille, pour finalement retomber sur le sol majeur, qu'il ne va pas jouer comme ça, c'est Henri Salvador, il va le jouer comme ça, en sol maj 7. On va rajouter cette note là, qui est la 7e, qui va donner cet aspect un petit peu aérien à l'accord. Donc on a ça. Il revient sur le La mineur 7, le Si mineur, hop, encore le Sol majeur, le Si mineur, ensuite il fait une descente chromatique, il transforme son Si mineur en Si bémol mineur. Donc là il sort complètement de la gamme et c'est très intéressant au niveau harmonique. Il revient sur le La mineur 7 et la dernière accord de cette suite, il fait une espèce d'accord diminué en La bémol. Vous voyez, ça c'est l'accord diminué. Bon, il le fait un petit peu différemment, mais pour moi ça se comprend comme un accord diminué. Il revient sur le La mineur 7, et ensuite il fait Ré 7, 9, Sol, Maj 7, et après il va moduler, donc il va changer de tonalité en arrivant sur cette espèce d'accord. Ça fait ça. Et là il va décaler tous les accords d'un demi-ton. Voilà, ça ce sera pour une autre vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur la modulation. En tout cas, si cette initiation aux accords jazz et bossa nova, bon, c'est un peu les mêmes accords, vous a plu, je vous ai fait un PDF dans lequel tout est récapitulé. Vous retrouvez toutes les positions d'accords que je vous ai présentées ainsi que des nouvelles positions d'accords. Je vous explique aussi la logique qu'il y a derrière la formation des accords jazz. On va voir que c'est un petit peu différent que lorsqu'on apprend des accords ouverts. Pour y accéder, il faut s'inscrire à Lugotech, qui est mon espace de formation gratuit en ligne. Ça prend littéralement 5 secondes pour s'inscrire. Le lien est dans la description. Bon, en même temps, vous savez bien que les Français vous aiment rigolo. Mais je sais bien. Mini la petite souris, les Français ils aiment ça quoi. Bah oui, bah maintenant ils ont eu ça, maintenant il faut qu'ils aient autre chose. Bon, il faut eu autre chose aussi avec vous, vous avez été très très variés. Enfin, là, je suis multiple, Voilà. sais. Merde quoi. Mais là vous avez vraiment choisi de faire dans le mélancolique, le tendre, Ouais, le charme. le charme. Oui. J'osais pas le dire parce que souvent les chanteurs n'aiment pas qu'on dise chanteur de charme. Ah si, moi C'est crooner, vous, oui. crooner, moi oui. Ah ouais. C'est d'ailleurs, si j'avais pu choisir, j'aurais fait ça toute ma vie. Mais il a vous voulez fallu- dire que c'était pour le fric que vous avez Pour fait manger. Zorro est arrivé, c'était pour le fric. Manger, money music, comme on dit en Amérique. Et oui, Henri Salvador, c'est un musicien qui aurait adoré être un crooner, mais qui, pour manger et se faire beaucoup d'argent, a préféré faire des chansons un petit peu rigolotes qui plaisaient plus au grand public. Quand il sortait un single, sur la face A, il mettait la chanson rigolote, et sur la face B, pour se faire plaisir, il mettait une chanson de crooner, et la plupart des Français le connaissent uniquement pour la face A. Et ça, en tant que musicien, c'est extrêmement intéressant. Ça peut dire qu'on peut à la fois avoir notre jardin intérieur où on se fait plaisir, qui est entre guillemets notre face B, où on travaille ce qu'on a réellement envie de travailler, où on bosse les chansons qui nous font le plus plaisir. Mais on peut aussi avoir notre face A qui sera notre partie publique, notre partie visible, qui sera un petit peu moins alignée avec qui on est vraiment, mais qui permet de connecter avec plus de personnes. Et ça, comment ça se traduit? On va prendre mon exemple. Lorsque je faisais des scènes ouvertes à Lyon, les chansons que j'apprenais pour mes scènes ouvertes, c'était pas du tout les chansons que je préférais jouer. En effet, j'apprenais ces chansons parce qu'elles étaient populaires et que je savais qu'elles allaient un minimum marcher, que ça allait résonner avec les personnes qui étaient dans la salle. Petit 2, je faisais en sorte que ces chansons elles soient simples pour que les musiciens, souvent dans les scènes ouvertes, il y a aussi une partie d'improvisation, voulaient que jouer avec moi, ça reste accessible, donc je faisais exprès de prendre des chansons à 4 accords. Et au final, j'avais un set de chansons qui me ressemblait un petit peu, mais qui n'était pas complètement ce que j'aurais aimé faire. Alors évidemment, l'idéal c'est quand votre face A est complètement alignée avec votre face B, mais souvent, il est vrai qu'il faut faire des compromis, notamment lorsque vous allez jouer des chansons pour les autres. Il faut savoir apprendre des chansons qui ne vous plaisent pas tant que ça, mais qui vont faire plaisir aux autres. Et j'en profite pour vous présenter le songbook, l'essentiel de la chanson française. Alors ça, c'est un songbook qui réunit plus de 100 chansons
française que j'ai imprimé moi-même, qui m'a coûté 19 €. Pour le créer, j'ai récupéré plein de chansons sur le site Ultimate Guitar. Si vous voulez accéder à la liste de ces chansons sur Ultimate Guitar, vous pouvez le faire en vous inscrivant à Lugotech. Le lien est dans la description. Comme ça vous permettra de vous créer votre songbook face à, entre guillemets, avec énormément de chansons françaises. Et dans ces chansons, il y en aura toujours une qui plaira, en fait. Que vous jouiez ça à vos enfants, à vos grands-parents ou à je ne sais qui, en fait, il y aura toujours une chanson qui va leur plaire. Donc c'est un super outil à avoir chez soi. Voilà, moi je vous mets la liste de chansons triées à disposition gratuitement. Le lien, il est dans la description. Il y a une petite pression particulière quand même ce soir. Ah non, non, moi je connais pas ce truc-là. Quand tu vois, je vais sur scène, je vais pour m'amuser. Je sais que le public a envie de s'amuser et moi j'ai envie de m'amuser, donc pas de stress quoi. Je ne comprends pas les artistes qui disent j'ai le trac. Je me suis engueulé avec Brel une fois. Il me disait, moi je vomir sur les... Tu te fous de ma gueule, j'ai dit. Tu vois, les chansons sont à toi, les lumières sont prêtes, les musiciens connaissent ton truc, et qu'est-ce qu'il y a dans la salle? De l'amour. Tu as peur de l'amour, toi? Est-ce que tu as peur de l'amour? Moi, c'est cette phrase que je me répète toujours lorsque je dois monter sur scène et que je dois jouer de la musique devant des gens. Parce qu'en effet, la réalité, c'est que lorsque vous allez jouer de la musique, en général, vous allez le faire devant des personnes que vous connaissez ou bien devant des personnes qui sont là pour ça, dans une scène ouverte, dans une salle de spectacle. Et en fait, ces personnes, à part si vous êtes dans un contexte compliqué, je nie pas ça, mais dans la plupart du temps, ces personnes, en fait, elles vont vouloir que vous réussissiez. Elles sont pas là pour vous descendre, elles sont là pour que vous leur donniez d'amour et pour que vous puissiez en recevoir. Donc, lorsque vous avez la pression avant de monter sur scène, avant de vous produire devant des personnes, répétez-vous cette phrase dans El Salvador: est-ce que j'ai peur de l'amour? Ça peut sembler tout con comme ça, mais pour moi, ça marche super bien. Oh là 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 là, coup dur, je ne peux pas mettre en ligne la vidéo YouTube parce que je voulais mettre l'extrait de cette interview sur la télévision belge. Du coup, je vous fais un résumé très rapide de celle-ci. Le journaliste demande à Henri Salvador ce qu'il pense de l'évolution de la musique. Suite à ça, il joue de très beaux accords jazz, puis il joue une suite d'accords rock, vraiment très basique, et il nous dit que c'est un véritable assassinat parce qu'on est passé de très beaux accords et d'une musique qui est très complexe au niveau harmonique à quelque chose qui est beaucoup plus simple. Il n'est donc pas très content de l'évolution de la musique. Alors là, c'est vraiment le débat à 10 000 € sur le YouTube musical. Est-ce que la musique est en déclin? Déjà, concernant Henri Salvador, son point de vue il est intéressant parce qu'on a vu qu'il a été plus ou moins forcé à faire de la money music par ses producteurs. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il a été vraiment dans le monde de la musique et il a vu des producteurs en fait inciter des artistes à faire des choses simples et à pas aller vers du jazz et des chansons de crooner. C'est pour ça que son point de vue est intéressant et que je pense qu'il a une certaine amertume en fait par rapport à ça, parce que évidemment Henri Salvador aurait aimé devenir un grand crooner et finalement il est connu par le public français pour ses chansons rigolotes qui, même si elles ne sont pas complètement inintéressantes au niveau harmonique, voilà, c'est pas du niveau de ces grandes chansons comme Dans mon île, Syracuse, etc. Mais mettons Henri Salvador de côté parce que cette interview elle a été faite en 1985 et il y a beaucoup de choses qui ont changé et je vais me lancer et vous donner mon avis sur ce fameux déclin musical. Alors déjà, il y a deux choses. Dans les vidéos sur YouTube qui parlent de déclin musical, on va parler de musique populaire. Voilà, donc on va se concentrer là-dessus. En effet, si on parle de la musique en général, avec les plateformes de streaming qui pour une dizaine d'euros par mois nous donnent accès à un catalogue immense de chansons, de musique, je pense pas qu'on puisse parler de déclin. Franchement, on a accès à, allez, pas toutes les chansons, mais quasiment toutes les chansons, du moins les plus connues, les plus populaires, qui ont pu être produites depuis qu'on peut enregistrer des chansons. Et surtout, on a accès à beaucoup de musique qui pouvaient être difficilement créées et diffusées à l'époque. Je pense notamment à tout ce qui est musique électronique, on fait des choses de malades mentaux maintenant. Perso, j'écoute un groupe qui s'appelle Kin et qui fait de la musique binaurale, donc c'est des sons en 3D. Il y a aussi de la musique microtonale et on peut même écouter des chansons qui ont été composées par Bernard en Ardèche qui a 70 ans et qui les met sur YouTube. Donc en termes de catalogue et de diversité, on n'a jamais eu accès à autant de musique. Mais je vais recentrer le débat. En général, quand on parle de déclin de la musique, on parle de déclin de la musique populaire. Déjà, le terme de musique populaire est compliqué à définir, mais on va dire que c'est la musique qui passe sur les grandes radios nationales, voilà, pour faire assez simple. Et souvent, la reproche qui est faite, c'est qu'au niveau de l'harmonie, l'harmonie est beaucoup plus pauvre qu'avant. On utilise des suites d'accords qui sont moins compliquées, moins complexes, et c'est dommage parce que voilà, l'harmonie c'est la vie. Avant de continuer, ce qui va suivre, c'est un avis qui est complètement subjectif, qui n'est pas du tout basé sur des études scientifiques ou quoi que ce soit, c'est vraiment un ressenti que j'ai, donc il peut être complètement faux, mais en tout cas c'est comme ça que je ressens la chose. Et évidemment l'espace commentaire il est ouvert, si vous voulez donner votre avis, me contredire, ce sera avec plaisir. Je pense d'une manière générale qu'au niveau harmonique,
Oui, effectivement, les suites d'accords, elles sont moins riches. Allez, dans les années 30, on avait beaucoup de suites d'accords jazz qui étaient excellents. Par exemple, les accords de La Mer de Charles Trenet, c'était absolument incroyable et pourtant c'était une chanson très populaire. Mais je pense que si les musiques actuelles sont moins enrichies au niveau harmonique, en fait, c'est pas parce qu'on sait plus faire d'harmonie et qu'on n'aime plus l'harmonie et qu'on veut rendre ça extrêmement évident. À mon avis, c'est déjà une histoire de mode et de tendance. Et surtout, il faut prendre en compte que certes, au niveau harmonique, les chansons sont un petit peu plus pauvres qu'avant, mais par contre, il y a d'autres éléments qui sont enrichis. Et là, je parle de l'enrichissement au niveau des arrangements. Avec le numérique, on peut en mettre des tonnes, on peut mettre des pistes et des pistes et des pistes d'arrangements, et ça, c'était pas possible avant, ou alors c'était très compliqué. Forcément, le fait de mettre énormément d'arrangements, si par-dessus on remet de l'harmonie complexe, eh ben, ça peut être dur à gérer, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait plus le choix de mettre en avant les arrangements complexes plutôt que l'harmonie complexe. Et le deuxième élément qui s'est enrichi, c'est la rythmique du chant. On a eu la révolution du rap, même si effectivement avant ça arrivait qu'on ait des chanteurs qui chantent rapidement, mais c'était jamais vraiment du rap, c'était toujours du chant rapide avec de la mélodie. Vers les yeux, tout était sombre dans la chambre, j'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe la douleur. Et maintenant, le rap, il s'est énormément popularisé, et je sais que quand on vous dit rap, peut-être que vous avez en esprit le rap d'un petit peu urbain, le rap de banlieue, etc. Mais maintenant, en fait, le fait de rapper dans une chanson, ça s'est extrêmement popularisé, même pour des chansons qui n'ont absolument rien à voir avec les thématiques historiques du rap, si je puis dire. Et ça apporte énormément de variété au niveau rythmique dans les chansons, parce qu'on va avoir des parties chantées, des parties rappées, même des parties parlées. Et le fait de pouvoir enrichir les arrangements et de pouvoir enrichir le chant au niveau rythmique, et forcément au niveau de l'harmonie, c'est peut-être mieux d'être sobre, parce que si on a à la fois une rythmique riche, une harmonie complexe et des arrangements complexes, ça fait beaucoup d'éléments à assimiler pour le cerveau. Pour moi, un groupe qui symbolise très bien cette évolution, c'est 21 Pilots. Je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe de fusion rock en fait qui va intégrer du rap, du scream, parfois du reggae dans leurs chansons. Et c'est vraiment extrêmement intéressant, c'est très bien produit au niveau rythmique, c'est très riche. Et effectivement, au niveau harmonique, c'est pas toujours extrêmement intéressant. Et encore. Et du coup, je trouve que c'est un groupe qui est très significatif de cette évolution, tout en sachant encore qu'il y a des groupes populaires qui font encore des choses intéressantes au niveau de l'harmonie. Par exemple, je vous invite à écouter That's What I Like, mon anglais est horrible, de Bruno Mars, qui au niveau harmonique est très intéressante. Alors là, je vous ai cité que des groupes américains. Au niveau francophone, je trouve que Stromae, c'est quelqu'un qui résume bien mon propos. En effet, ses chansons harmoniquement, elles sont pas extrêmement complexes, mais au niveau des arrangements, c'est super bien. Et pareil, au niveau du chant, au niveau du rythme, c'est vraiment très riche. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai fait des vidéos dans le même style, les 5 leçons de guitare 2, que vous pouvez trouver ici. Je vous mets celle de Brassens, qui n'a pas trop marché, mais que je trouve honnêtement très intéressante. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et je vous ai mis celle de Vianney, qui a très bien marché, qui a même buzzé sur YouTube. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à la regarder.